Et bienvenue sur Zed On, je suis Zed et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un des groupes les plus influents de l'histoire de la musique, The Beatles. Parlons de leur histoire, de leur musique, mais surtout ce qui va nous intéresser c'est leur impact sur la culture anglophone. Et pour ça je suis accompagné d'un pote compositeur et un de leurs plus grands fans, SonR. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Déjà dis-nous un peu qui sont The Beatles. C'est un groupe de 4 musiciens originaires de Liverpool en Angleterre. John Lennon, principal chanteur, guitariste et compositeur, c'est un peu l'artiste à l'ego et à la musique infuse. Lennon said, I'm an artist. You give me a f***ing tuber, I'll get you something out of it. Il forme un duo de compositeurs légendaires avec un autre membre qui le complète. Paul McCartney, principalement bassiste, chanteur et donc compositeur. That's right, 2 lead vocalists. Name one other band that's done that. The Beatles. Il est un peu plus l'intellectuel, le pragmatique du groupe. Il y a bien sûr aussi George Harrison, l'autre guitariste du groupe. C'est le membre discret de l'équipe, le pro sur qui on peut toujours compter. Et enfin, il y a Richard Starkey, alias Ringo Starr, le batteur du groupe. C'est un peu la dernière roue du carrosse et celui qui a l'esprit un peu barré. Ok, commençons par la création du groupe. Dans les années 50, John Lennon forma un groupe que Paul rejoint en 1958, ainsi que George Harrison un peu plus tard. Le groupe changea beaucoup de nom au début de sa carrière, mais la légende dit que comme ils aimaient beaucoup Buddy Holly et son groupe The Crickets, le groupe essaya plusieurs noms d'insectes avant d'arriver à The Beatles, les scarabées. Avec ça un petit jeu de mots pour intégrer la beat music, le style de blues rock britannique qu'ils jouaient et qui était à la mode à l'époque. Mais bien avant ça, les Beatles passèrent 2 ans à faire une quantité énorme de concerts à Hambourg, en Allemagne, car leur manager avait déjà un groupe à succès qui tournait là-bas. Jouant jour après jour pendant plusieurs heures dans les bars de la ville avec le premier batteur du groupe, Pete Best, ils sont devenus de vraies machines, développant leur talent de musicien ainsi que leur réputation. C'est aussi à ce moment-là qu'ils développèrent la fameuse coupe de cheveux Beatles. C'est aussi à cette époque qu'ils rencontrèrent le manager qui allait propulser leur carrière, Brian Epstein. Il les arrangea un peu, pas d'alcool ou de cigarettes sur scène, tout le monde porte un costume, etc. Et de retour en Angleterre, il est venu le temps de chercher une maison de disques. Bizarrement, plusieurs d'entre elles ont refusé les Beatles, et l'ont probablement regretté par la suite. Mais finalement, c'est EMI et le producteur George Martin qui signèrent The Beatles. Même si ce n'était pas vraiment la musique qui plaisait à George Martin, mais leur personnalité. Bien vu George. Et deuxième bonne idée de George Martin, virer le batteur Pete Best pour plusieurs raisons, mais surtout une. Il ne pouvait pas ou ne voulait pas avoir la fameuse coupe de cheveux des Beatles. Mais quelle erreur! Mais le cliché reste comme quoi il a été viré parce que c'était pas un bon batteur. Pete Best, the original Beatles drummer. They're all playing in time except one dude who can't keep the beat, wrecks the whole thing. So we hire Ringo. Et donc en août 1962, un ami et batteur intérimaire du groupe, Ringo Starr, fut engagé. C'était une évidence pour le groupe de recruter ce batteur talentueux et professionnel. Malgré ça, Ringo, au cours des années suivantes, a toujours été un peu la punchline des blagues. Comme étant un batteur pas vraiment remarquable et le membre du groupe le moins talentueux et le moins beau gosse. You're now officially the cute one of the group. Paul, meet Ringo. Ringo, Paul. Mais les batteurs et musiciens du monde le savent, c'est un batteur professionnel et influent sur lequel le groupe a toujours pu compter. Ringo à peine recruté, et après un petit passage chez le coiffeur, le groupe était enfin prêt pour la célébrité. Et la première étape fut l'enregistrement de leur deuxième single, Please Please Me, qui est une des rares compositions originales que le groupe jouait à l'époque. Et malgré l'avis contraire du producteur qui préférait sortir une reprise, le single fut un énorme hit qui commença la Beatles mania au Royaume-Uni. Et 3 mois plus tard, l'album Please Please Me était enregistré. Et un autre single, She Loves You, propulsa le groupe encore plus loin. Et le reste de l'année 1963 fut rempli de tournées nationales ainsi que de l'enregistrement de leur deuxième album, With the Beatles. En clair, le groupe ne perd pas de temps. Et voilà que la Beatles mania commence à travers les frontières. En particulier la nouvelle cible des Beatles, les États-Unis. En début 64, le single I Want to Hold Your Hand grimpa les charts américains à une vitesse incroyable et le groupe fut invité à jouer à la télé américaine. L'émission phare de l'époque, The Ed Sullivan Show, après avoir fait jouer Elvis Presley des années auparavant, eut le droit à un nouvel épisode qui marqua la télé américaine le 9 février 1964 avec plusieurs prestations des Beatles live. Les Beatles, ou les Fab Four comme ils étaient surnommés, étaient un peu le premier boys band de l'histoire. 4 jeunes hommes avec des voix d'ange, des personnalités différentes et des chansons aux paroles innocentes. Autant dire que la Beatlemania a conquis les États-Unis.
40% de la population du pays était devant la télé pour regarder cette performance. Et 1964 fut rempli à nouveau de concerts internationaux et d'enregistrements. Les albums de cette année, Beatles for Sale et Hard as Night, furent bien sûr d'énormes succès. Les albums suivants firent de même, Help et Rubber Soul en 1965, ainsi que Revolver en 66. Et il faut noter qu'entre ces albums, les Beatles ont sorti une flopée de singles qu'on ne trouve pas sur ces albums, et qui sont quand même des classiques du groupe. En 4 ans, ils ont quand même sorti 7 albums et des dizaines de singles. C'est quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours. C'est surtout parce que la façon d'enregistrer et de travailler des artistes a changé, mais quand même. Mais un succès tel n'est pas sans un peu de polémique. Dans une interview en 1966, John Lennon dit à un journaliste, et je cite l'article, « Le christianisme va partir, il va disparaître. On est plus populaire que Jésus maintenant. Je ne sais pas qui va disparaître en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Autant dire qu'aux États-Unis ça n'a pas vraiment plu, et des polémiques et des boycotts s'en suivirent. Bien sûr, rien qui n'arrêtera les Beatles. Cet événement représente aussi un peu un changement chez les membres du groupe. Ils devenaient plus matures, et après des années à jouer le même style, ils se sont dit « Pourquoi on n'essayerait pas d'autres trucs ?» Une nouvelle période commença pour le groupe, et on peut le voir avec l'album concept Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nouvelle tenue, nouveau son, nouveau visuel. Probablement un peu de drogues hallucinogènes par-ci par-là. Et voilà. Un peu avant la sortie de cet album, ils avaient même décidé d'arrêter les concerts, dont ils n'en ont fait qu'une poignée jusqu'à la fin de leur carrière. Ils enchaînèrent avec un film tout aussi déjanté et coloré, le Magical Mystery Tour, accompagné d'une compilation du même nom. En 1968, le groupe, en recherche d'illumination et d'inspiration et touché par le récent décès de leur manager Brian Epstein, fut emmené par George Harrison à un séjour de méditation en Inde. Même si George Harrison insista pour méditer et se découvrir plus que pour écrire de la musique, ça n'empêcha pas du tout John Lennon et Paul McCartney de composer un nombre considérable de morceaux qui seront utilisés plus tard. Mais malgré leur productivité, ce fut le début de la mésentente dans le groupe. John et Paul étaient des machines à composer, mais le faisaient chacun de leur côté. Et John avait un peu en travers que l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band était plus l'album de Paul, qui avait composé une grosse partie des morceaux et dirigé l'ambiance, que vraiment un travail d'équipe du groupe. En plus de ça, George n'était pas vraiment content de leur désintérêt pendant le séjour en Inde. Cela ne les empêcha pas de sortir un des meilleurs albums de tous les temps en 1968, intitulé simplement The Beatles, et plus connu sous le nom du White Album, l'album blanc, pour sa couverture. Mais la production de ce double album fut difficile. Même s'ils aimaient toujours jouer de la musique ensemble, les membres n'étaient plus autant amis et Paul McCartney était le seul à vraiment faire avancer la barque. Et bien sûr, on ne peut pas parler de cet album et de l'avenir du groupe sans parler de Yoko Ono. John Lennon ne vécut pas très bien l'aventure en Inde. Son mariage battait de l'aile et il avait recommencé à prendre de la drogue. Enfin plus que ce qui était habituel et raisonnable pour le groupe. Et d'ailleurs, les autres membres du groupe commençaient à s'en inquiéter. LSD is bad. It's a drug made famous by John Lennon and Paul McCartney. Mais c'est l'époque où John Lennon s'intéressa au travail d'une artiste new-yorkaise, la dite Yoko Ono. Et juste avant l'enregistrement de l'album, les deux étaient en couple. John avait trouvé du réconfort et de l'amour. Et il voulait garder ça, même pendant les sessions d'enregistrement. Yoko était présente à chaque session, John la poussant à intervenir et donner son avis, ce qui bien sûr ne plaisait pas du tout au reste du groupe, en particulier Paul McCartney. Et Yoko Ono est restée dans l'histoire comme la personne qui a séparé les Beatles, l'entremetteuse qui a planté la graine de la discorde dans le groupe. I just hope we don't have a Yoko Ono situation. Do you know what I mean? Yeah. Is she trying to split up the band? Is she an artist? What about peace? Is she into peace? Mais à vrai dire, elle n'avait rien demandé. Elle était juste là pour supporter John qui, lui, par contre, cherchait à la faire participer et par l'occasion mettre un coup de pied dans la routine du groupe, parce que lui-même n'aimait pas la direction dans laquelle le groupe et lui-même allaient. Ceci dit, le White Album est quand même sorti et fut un énorme succès. Des morceaux comme Back in USSR, While My Guitar Gently Weeps ou Revolution sont à rajouter à la liste des tubes du groupe. C'est à cette époque aussi que sortit une autre compilation, Yellow Submarine, la bande son du film animé du même nom. Même si cet album entre guillemets contient encore d'autres tubes et que le film est considéré comme influent dans le milieu de l'animation, le film et l'album sont sortis sans l'enthousiasme du groupe. En effet, le groupe était plus contractuellement obligé d'y participer qu'autre chose. Et les Beatles, si vous composez 4 nouveaux morceaux pour le film. Ok, très bien, après tout ils sont capables de le faire les yeux fermés. Et les Beatles, si vous faisiez la voix de vos propres personnages dans le film. Si on prenait plutôt 4 acteurs tentant d'imiter leur accent, parce qu'ils sont un peu occupés. Mais il y a quand même un contrat à respecter. D'ailleurs, parlons-en de leur accent. Cet accent de Liverpool est devenu un classique pour tous les imitateurs en herbe. Enfin, plus que l'accent, c'est la façon de parler de certains membres des Beatles qui est restée dans la tête des gens. The song was supposed to be called Hey Dude. Terribly sorry about that, Mr. McCartney. No problem, Jamie. I think we just switched accents. If I sound pretty cool, I sound like a Beatle.
Bref, nous avions quitté les Beatles alors que le White Album et le film Yellow Submarine venaient de sortir et faisaient un tabac. Malgré ça, le groupe était en plein chaos. Personne ne voulait vraiment travailler avec les autres. Ils ne voulaient plus faire de concerts, seul Paul McCartney tentait de pousser les autres à faire des répétitions pour un possible album /concert /tournée. Le groupe se lança quand même dans ce projet, nommé pour l'instant The Get Back Sessions, dont toutes les répétitions furent enregistrées et filmées pour un possible documentaire. Mais ces sessions étaient remplies de tensions et d'engueulades. George Harrison annonçant même son départ pendant une session. Il revint plus tard à condition qu'il n'y ait pas de concert et que les sessions d'enregistrement se fassent aux locaux d'Apple. Non, ce n'est pas la boîte d'informatique. C'est l'entreprise que les Beatles ont lancée en début 1968. Ce qui ajouta une tonne d'autres problèmes financiers et juridiques qui ne fit qu'exacerber les problèmes du groupe. Mais c'est aussi là que le groupe fit une toute dernière performance live et filmée sur les toits d'Apple Records, qui fut un autre moment d'anthologie du groupe. Malgré ça, avec tous les problèmes juridiques et les mésententes du groupe, le projet de Get Back Sessions fut mis de côté. Malgré des enregistrements distants et pleins de tensions, le groupe parvint quand même à sortir un autre album. Abbey Road. Et oui, l'album avec la couverture mythique et des morceaux de légende comme Come Together a été un travail rempli de colère de musiciens qui ne s'entendaient pas. Plutôt ironique pour un titre comme Come Together, littéralement rassemblez-vous. Comme quoi les Beatles pouvaient faire de la musique de légende dans n'importe quelle condition. Plus tard, pendant un meeting à Apple Records, John Lennon annonça qu'il voulait un divorce, c'est-à-dire quitter le groupe. Et peu après ça, Paul McCartney annonça officieusement que les Beatles, c'était fini. Mais il y avait toujours tout le boulot de Get Back Sessions qui traînait dans un coin. Et un autre producteur fut appelé pour retoucher l'album, Phil Spector. Un homme qui, des années plus tard, fut accusé puis déclaré coupable de meurtre dans un procès haut en couleur et mythique aux États-Unis. L'album des Get Back Sessions sortit finalement en 1970 après la rupture du groupe sous le nom de Let It Be. Et ça rentrait même en conflit avec la sortie du premier album solo de Paul McCartney, ce qui créa encore plus de problèmes. Paul McCartney annonça officiellement la rupture du groupe peu après. Et le fait qu'il n'était pas content du travail de Phil Spector sur ce dernier album mena Paul en fin d'année à poursuivre le groupe en justice pour la dissolution du groupe et de ses business, rendant la séparation encore plus amère. Et tout ça, ça peut paraître être une longue histoire, typique pour un groupe avec une aussi longue carrière. Mais en fait, du moment où Ringo a été engagé jusqu'à leur séparation, il s'est passé que 8 ans. Et à leur séparation, les aînés du groupe, John et Ringo, n'avaient que 30 ans. Pendant cette durée, ils ont quand même sorti 12 albums, plusieurs films et une vingtaine de singles. Ils sont passés d'un rock blues très à la mode à la fin des années 50 à inventer plusieurs styles et sonorités. Après leur séparation, chaque musicien continua des carrières solo prolifiques, comme John Lennon qui créa une chanson aussi mythique qu'un morceau des Beatles, Imagine. Ou encore Paul qui créa le groupe Wings avec sa femme et fit la musique légendaire du James Bond Live and Let Die. Et de nos jours, seuls Paul et Ringo sont encore des nôtres. John fut assassiné par un fan, Mark Chapman, armé d'un pistolet devant l'entrée de son hôtel à New York en 1980 à l'âge de 40 ans. Et George Harrison décéda d'un cancer en 2001. Mais leur musique est un pilier de la musique anglophone. De nombreux artistes au fil des années, et même aujourd'hui, citent certains albums des Beatles comme une influence. Je vous rappelle que Kurt Cobain, de Nirvana, adorait les Beatles. Et la culture américaine et anglaise est remplie de choses qui n'ont pas l'air en rapport avec le groupe à première vue. Prenez par exemple Charles Manson, le fameux chef de culte envoyé en prison pour meurtre et pour avoir incité ses fidèles à commettre 9 autres meurtres. Eh bien, Charles Manson voyait un message secret dans les paroles du White Album, une prédiction d'une future guerre raciale, et il en fit une des bases de son culte, citant même la chanson de l'album Helter Skelter comme l'inspiration pour ses meurtres, sachant que Helter Skelter c'est un type de toboggan. Prenez encore le livre de la jungle. Pour tous ceux qui ont vu ce vieux Disney, vous vous souvenez peut-être de ces 4 vautours ressemblant étrangement à un groupe cité de nombreuses fois dans cet épisode? Eh bien, à la base, c'était les Beatles qui devaient être leur voix, mais ça ne s'est pas fait à cause de leur emploi du temps, et surtout le fait que John n'aimait pas l'idée. Les vautours ont quand même gardé leur esthétique, mais le morceau qu'ils chantent a été changé pour quelque chose de moins Beatlesesque. Very funny. Et voilà pour l'histoire et l'influence du groupe The Beatles. Il y a plein d'autres choses à raconter et surtout plein de magnifiques morceaux que j'ai pas pu mettre dans cet épisode. Mais si vous voulez découvrir ou redécouvrir quelques-uns de leurs morceaux, en même temps que cette vidéo, j'ai sorti un medley de covers des Beatles, toujours avec SonR, sur Zed On. Donc enjoy, et sur ce, je vous dis...